Alors, on va reprendre la suite de ce très beau congrès. Je suis le président de la Société de toxicologie clinique, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je remercie les organisateurs de nous avoir invités à l'organisation, notamment de cette session, et je félicite d'ores et déjà le comité d'organisation pour la qualité de leur travail et le professeur Sana Achour. Donc, on va poursuivre cet après-midi avec des exposés sur le risque chimique en milieu professionnel et environnemental. Et pour ne pas perdre de temps, on passe la parole au professeur Bruno Megarban qui va nous faire une présentation intitulée du poison dans le poisson. Faut-il craindre la contamination du poisson par le mercure ? Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de présenter cette conférence concernant le mercure et la contamination des poissons en boîte, notamment du thon en boîte. Alors, je le fais au titre, en fait, juste préciser, au titre de la MENATOX, qui, en fait, aussi soutient le congrès au Maroc. Malheureusement, notre présidente n'a pas pu être présente, mais donc elle m'a demandé de la représenter. Voilà. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, comme vous le savez peut-être, ou vous en avez entendu parler, dans les médias, en tout cas en France, deux organisations appelées Bloom and Foodwatch, non gouvernementales, ont publié maintenant, il y a à peu près 2-3 mois, un rapport attirant l'attention sur les dangers pour la santé de la contamination des boîtes de thon vendues en Europe par le mercure. Alors évidemment, ils ont fait une présentation pour un peu faire peur et attirer l'attention des médias. Et donc ils ont déclaré que 100% des boîtes de thon étaient contaminées au mercure. Bon, on sait évidemment. Et quand même que 10% d'entre elles excédaient les limites autorisées et notamment pouvaient aller jusqu'à 4 fois le seuil autorisé. Alors, comme vous voyez, ils ont publié la liste des boîtes qu'ils ont analysées. Et par exemple, la marque Petit Bateau, qui est une marque plutôt habituelle de thon, contenait 4 fois le seuil, 3,9 mg par kilo. La boîte Carrefour, 2,5. La boîte Asdomar, 1,5 mg par kilo. Donc, évidemment, tout le monde était inquiet, puisque en France, la consommation de poissons est importante. Alors, peut-être au Maroc et en Tunisie, ça l'est aussi. Donc nous consommons 33,7 kg de poissons par an, essentiellement des produits frais, mais quand même, comme vous voyez, 15% de la consommation, c'est des conserves. Par contre, on voit, et ça j'avais découvert ça à cette occasion, qu'on mange plutôt du saumon en première position, mais le thon occupe quand même 4,9 kg par habitant. Alors évidemment, l'activité de pêche et de conserve de poissons est une activité importante économiquement. Et vous voyez sur le petit camembert, la France est située en deuxième position derrière l'Espagne, et en troisième position derrière l'Espagne et le Danemark. Et évidemment, c'est l'industrie du thon qui est la plus importante, notamment en Bretagne. Alors, en fait, quand on analyse vraiment les intentions de ces deux organismes non gouvernementaux, on comprend qu'ils critiquent essentiellement l'industrie et les lobbies industriels. Et dans leur rapport, il y a ce schéma que peut-être vous ne voyez pas de loin, mais qui montre les interférences permanentes de ce lobby avec les organismes européens chargés de la sécurité alimentaire. Et ils les accusent évidemment d'avoir dicté les seuils et l'absence de contrôle du mercure dans les boîtes. Et notamment, comme vous voyez, ils mettent en avant un certain nombre de publicités, par exemple chez la femme enceinte d'ailleurs, comme par hasard, vis-à-vis du thon. Et donc, la conclusion de leur rapport était assez étonnante. Eh bien, ils demandaient de bannir totalement les boîtes de thon qui contiendraient plus de 0,3 mg par kilo de mercure, et surtout de bannir le thon carrément de certains
lieux de repas, donc les nurseries, les hôpitaux, les maternités, les écoles, d'où le fait évidemment que ça avait beaucoup inquiété la population, les journalistes, et ça avait fait la une des médias. Alors, donc, j'ai souhaité faire un petit point sur le sujet. Donc, tout d'abord, tout le monde le sait, il y a 3 formes de mercure. Le mercure métallique, comme on le trouve dans le thermomètre. Globalement, le risque d'intoxication avec est extrêmement faible, même si vous l'ingérez, c'est très peu absorbé. À l'inverse, si c'est très chaud, ça peut dégager des vapeurs et à ce moment-là, on peut en inhaler. Deuxième forme, c'est le mercure inorganique, donc essentiellement le chlorure de mercure. Et donc là, évidemment, il peut donner une certaine toxicité si vous l'ingérez. Encore faut-il en avoir accès, donc c'est plutôt dans les milieux industriels. Troisièmement, c'est l'intoxication par le mercure organique, c'est-à-dire le méthylmercure, qui est donc la transformation dans la nature du mercure métallique en mercure organique. Et essentiellement, évidemment, ceci se produit dans les poissons. Et donc, de fait, et ça, ce n'est pas une information nouvelle que révèlent les 2 organisations, les poissons sont contaminés depuis toujours par du mercure, et c'est d'ailleurs la première source d'exposition de nous tous ici. On a mangé peut-être du thon, je n'étais pas à la salade ce matin, mais tout le monde mange du thon, et c'est la première source de contamination, d'exposition humaine au mercure. Voilà. Alors, d'où vient le mercure ? Donc le mercure est présent déjà naturellement dans l'écorce terrestre, dans les éruptions volcaniques, dans les feux de forêt. Et donc on en produit, cette production naturelle est de 2000 tonnes par an à peu près. Et puis évidemment l'activité humaine, certaines activités humaines et agricoles produisent du mercure. C'est l'équivalent de 3,5 tonnes par an. Donc c'est à peu près moitié-moitié, on va dire. Et donc ce mercure, eh bien, il tombe dans les eaux à l'occasion des pluies, à l'occasion de différents phénomènes écologiques ou de déversement direct. Et il est capté par les mollusques qui vont le transformer en mercure organique. Et puis ensuite, évidemment, la chaîne alimentaire des poissons va avaler les petits poissons. Et donc les gros poissons prédateurs que nous allons manger, eh bien, c'est ceux qui ont accumulé le plus le mercure dans leur chair. Alors, c'est vrai que ces 2 organismes ont attiré l'attention sur une certaine curiosité, c'est que le seuil maximum autorisé de mercure dans les poissons sont différents en fonction du type de poisson. Alors même qu'effectivement, on se dit... a priori, si on est intoxiqué au mercure, que ça vienne du thon ou que ça vienne de la sardine, c'est le même mercure. Pourtant, le seuil est différent. Donc, c'est 0,3 mg par kilo pour l'ensemble des poissons, sauf notamment le thon, mais aussi, comme vous voyez, le merlin, le requin, etc. Mais on en mange moins, l'espadon. 1 mg par kilo de seuil autorisé. Et donc... l'explication de cette différence de standard n'est pas très claire et les 2 organismes l'attribuent justement au lobby de l'industrie du thon. En fait, évidemment, l'OMS a une dose maximum tolérable par semaine d'exposition qui est de 1,3 microgrammes par kilo par semaine pour n'avoir aucun risque de santé. Autrement dit, si vous voulez faire des calculs, un homme de 60 kg peut absorber 78 microgrammes de méthylmercure par semaine. Donc avec une boîte qui contient 1 mg par kilo, vous faites le calcul de combien vous pouvez manger par semaine, c'est 78 grammes de poisson. Voilà. Alors, donc, quand on applique justement tous ces seuils, on voit sur la première colonne qu'une boîte qui contient 0,3 mg par kilo, eh bien, elle permet, si vous mangez 100 grammes, c'est à peu près une boîte de thon par semaine, vous restez en deçà des seuils tolérables, maximum tolérables, si vous êtes un homme, une femme, même une femme enceinte. Par contre, si vous êtes un enfant, c'est déjà un peu limite. Alors évidemment, il n'y a aucune boîte de thon qui a 0,3 mg par kilo, puisque
Le seuil déjà officiel, c'est 1 mg par kilo. Donc vous voyez que si vous mangez une boîte de thon à 1 mg par kilo, là, quasiment, sauf l'homme assez musclé, en dehors de ça, quasiment toutes les personnes sont déjà au-dessus du seuil autorisé. Alors si vous mangez les boîtes effectives telles qu'elles sont vendues, voilà, vous voyez, à la dernière partie, vous êtes largement intoxiqué, entre guillemets. Donc évidemment, quand vous montrez ça à la télévision, tout le monde pense qu'il est mort bientôt d'une intoxication au mercure. Alors en fait, est-ce que c'est dangereux déjà? On va dire oui, quelque part oui. Il y a 2 épisodes bien connus dans l'histoire d'intoxication par le mercure. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc une dans la baie de Minamata, donc, qui était une contamination des eaux par l'industrie en 1957, et une en Irak, qui était la contamination par des grains de mercure, de céréales. Il était utilisé au titre de pesticide, et tout ça, ça a entraîné beaucoup d'intoxications, et notamment des décès parmi les enfants. Car la toxicité principale du mercure est une neurotoxicité, avec les troubles du comportement, des paresthésies, syndromes cérébelleux, des mouvements anormaux, et puis ça peut aller évidemment, lorsque c'est beaucoup plus grave, vers le coma, voire la cécité. Mais bien sûr, la personne la plus fragile est le nouveau-né, dans le ventre de sa maman, et le nouveau-né juste après la naissance, et s'ils sont intoxiqués, ils peuvent développer un certain nombre de problèmes neurologiques, et notamment pendant la vie in utero, de retard mental, de cécité à la naissance, de microcéphalie. Donc quand même, c'est assez sérieux. Alors, quelques points, évidemment. Est-ce que les consommateurs sont au courant de tout ça? Donc c'est une étude un peu ancienne, mais bon, quand même, probablement toujours vraie. Donc tout d'abord, les consommateurs globalement, notamment ceux qui mangent beaucoup de poissons, reconnaissent qu'il y a probablement un risque, mais disent que ce risque est plutôt léger. Et quand on voit qu'est-ce qu'ils évoquent comme problématique associée à ce risque, eh bien, on ne voit pas tellement le mercure. On voit des trucs complètement sans rapport. Ils ont peur de la page folle en mangeant du thon, bon, ok. Des pesticides, des OGM, bon, des trucs qui ne sont pas réalistes tout à fait, mais finalement, le mercure est peu évoqué. Même si, comme vous le voyez, ils sont au courant quand même que ça peut contaminer les boîtes de thon. Et vous voyez que le mercure est cité quand même par 21% comme pouvant contaminer les boîtes de thon, mais globalement, les gens ne connaissent pas la problématique et n'en ont pas peur en l'occurrence. Alors, évidemment, comme c'est un problème réel, il est important, bien sûr, de mettre en place un certain nombre de moyens de prévention. Et donc, il y a, bien sûr, des organismes de contrôle, de régulation, qui essayent évidemment d'encourager des pratiques, notamment de pêche, ou dans des zones où il n'y a pas d'accumulation de mercure. Il y a évidemment la nécessité d'alerter la population générale sur les risques. Et en cas d'intoxication, et c'était un des dangers évidemment de cette alerte, c'est que les gens se fassent mesurer leur mercure et qu'il y ait des traitements excessifs. Mais bien sûr, en cas d'intoxication, il faut utiliser des chélateurs et un traitement symptomatique. Alors, donc, on voit que ce rapport était intéressant, qu'il a mis en avant dans le grand public un problème possible d'intoxication en cas de consommation importante de poissons, on va dire de gros poissons comme le thon. Néanmoins, c'est un rapport probablement qui avait quelques limites. La première chose, c'est que globalement, au niveau européen, le taux de mercure dans les poissons, notamment dans le thon, a très peu augmenté au cours du XXe siècle. Malgré toutes les activités, a très peu augmenté. Deuxième point, c'est que le Français moyen ne mange pas autant de thon que l'on peut imaginer. Il mange plutôt du saumon. Autre point, c'est que finalement, les personnes à haut risque, ce n'est pas toute la population, c'est les personnes les plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes, et là, il y avait une alerte un peu générale sur toute la population. Et donc, très probablement, en fait, cette alerte a l'intérêt, bien sûr, d'avoir attiré l'attention sur le sujet, mais qu'en fait, en pratique, le vrai danger se situe, pour la France en l'occurrence, essentiellement chez les femmes enceintes en Guyane, car là, c'est un site extrêmement contaminé par le mercure,
en raison des orpailleurs qui relarguent du mercure dans les eaux. Malgré tout, si on en tirait une certaine leçon, il convient d'être sélectif quand on mange du poisson dans les catégories de poissons. Donc vous voyez ici en haut les catégories que vous pouvez manger tous les jours ou 2-3 fois par semaine sans problème. Au milieu, celles qu'il faut manger au maximum une fois par semaine, et notamment le thon. Donc, je ne sais pas si tout le monde répond ici à cette définition. Et puis quand même en bas, des poissons qu'il faut totalement éviter de manger. Par exemple, le thon obèse, il faut plutôt éviter. Voilà. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, donc à la suite de tout ça, vous voyez, donne un certain nombre de recommandations, donc là un peu plus scientifiques, et quand même, vous voyez, globalement, on limite malgré tout l'ingestion de thon. Et donc, par exemple, pour l'adulte, il ne faut pas manger plus de 2 boîtes par semaine, sinon c'est dangereux pour vous. Voilà. Dernier point, évidemment, jeter l'anathème sur l'ensemble des poissons serait aussi dangereux, car, comme vous le savez évidemment, les poissons apportent beaucoup d'acides gras insaturés, de vitamines, d'iode, et donc ça serait con de tout éliminer uniquement pour la crainte du méthylmercure, qui est peut-être un peu théorique. Malgré tout, le thon semble apporter le moins d'acides gras insaturés et le plus de mercure, donc c'est peut-être pas le poisson idéal. Voilà, donc ma conclusion, c'est que ce rapport attire l'attention du public sur un possible risque environnemental. Néanmoins, il faut quand même être raisonnable, ça n'est pas la catastrophe, vous pouvez continuer à manger du thon, mais par contre, effectivement, si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes un nouveau-né, il faut faire attention et mesurer les portions. Merci beaucoup. Merci Bruno. Je compléterai en disant que la STC a travaillé en collaboration avec la HAS pour produire des recommandations justement sur la prise en charge, la surveillance de ces femmes enceintes en Guyane, que vous le trouverez sur notre site internet, de la même façon que vous retrouverez des recommandations sur le cadmium dont on parlera ensuite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors j'ai surtout utilisé des données françaises parce que je n'avais pas accès à des données marocaines, mais peut-être vous allez me dire si vous mangez beaucoup de thon, mais certainement, je crois. Voilà, donc il faut faire attention. Après, on ne sait pas si c'est les mêmes boîtes qu'en France, mais je ne sais pas. Moi, je voudrais, si vous permettez, professeur Megalvan, ajouter un complément d'information. Justement, on avait organisé au Centre Antipoison une journée nationale de sensibilisation contre les intoxications au mercure. Et on avait invité l'organisme de réglementation qui est l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des aliments, qui nous ont présenté suite à c'est-à-dire à l'occasion de cette journée, leurs données de surveillance au niveau des ports marocains, c'est-à-dire les données de surveillance régulières des laboratoires concernant la teneur en mercure des poissons au niveau du Maroc. Donc les données étaient rassurantes, c'est-à-dire tous les produits de la pêche, y compris les poissons prédateurs, étaient en dessous des normes, c'est-à-dire des seuils que vous avez présentés. Mais bien sûr, la recommandation, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est-à-dire éviter tous les poissons prédateurs chez les populations vulnérables, notamment les enfants de moins de 15 ans, les femmes allaitantes et les femmes enceintes, et aussi penser à la multi-exposition, c'est-à-dire l'exposition à travers l'alimentation, mais aussi à travers d'autres sources de mercure, autres que le mercure organique ou le méthylmercure. Mais je me rappelle très bien, la dame, elle avait conclu sa présentation, elle avait montré une photo d'un tagine de poisson marocain. Elle a dit manger du poisson et notamment les sardines, parce que les sardines ne contiennent pas de mercure, ça contient du bon gras. Et voilà, donc c'était pour rassurer la population. Mais, ceci dit, suite justement à la publication de ce rapport, j'étais de garde. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un citoyen marocain qui était affolé parce qu'il était convaincu qu'il était intoxiqué au mercure suite à la consommation d'une seule boîte. Il m'a dit, je suis sûr que je suis intoxiqué, je présentais symptômes, etc. J'ai beau rassurer le patient, donc je lui ai dit, écoutez monsieur, pour être rassuré, faites un dosage de mercure, ça va être tranquille. Mais c'était impossible de le rassurer, de le convaincre. Oui, en tout cas, nous en France, c'est vrai que quand le rapport est sorti en une journée, moi, j'étais assailli d'interviews. Tout le monde avait peur, mais c'est tombé comme un ballon qui a fait boum. Parce que le lendemain, c'était effacé de la mémoire de tout le monde. Personne ne savait qu'un rapport était sorti sur le sujet. Mais le jour même, ça faisait la une de tous les médias.
merci beaucoup. En tout cas, juste puisque j'ai l'occasion, je rappelle au nom de la Ménatox que le congrès de la Ménatox, auquel tout le monde est convié, se passe à Muscat, à Oman, le 23 au 26 février 2025. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Megarban, pour votre excellente présentation. Donc, on passe à la conférencière suivante. Donc, il s'agit de Dr Tourneau, qui va nous présenter une conférence sur les recommandations de bonne pratique sur le dépistage, la prise en charge et le suivi des personnes potentiellement surexposées au cadmium du fait de leur lieu de résidence. Donc, Dr Tourneau, elle est médecin, elle a des compétences en toxicologie clinique et médecine d'urgence. Elle est ancien chef du centre antipoison de Strasbourg et actuellement, elle est praticienne hospitalier au centre antipoison de Nancy. C'est ça. La parole est à vous, docteur. Merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir permis d'être parmi vous et d'assister à ce très beau congrès. Je vais donc vous présenter effectivement des recommandations de bonne pratique que nous avons établies donc en collaboration avec la Haute Autorité de Santé. Et ces recommandations, en fait, portent sur le dépistage, la prise en charge et le suivi des personnes surexposées au cadmium du fait de leur lieu de résidence. Donc, le point de départ, c'est une saisine, en fait, de la Direction générale de la santé sur ce sujet, puisqu'il y a de nombreux sites pollués, en fait, en France. Il peut y avoir, effectivement, un fond géochimique, mais ce sont essentiellement des activités, industrielles, anciennes ou actuelles, en sachant que donc le cadmium est l'un des polluants les plus souvent impliqués dans ces pollutions qui sont souvent multiples, et Magali donc vous en parlera. Et donc nous avons élaboré une recommandation de bonne pratique donc en partenariat entre la Haute Autorité de Santé et la STC concernant effectivement la prise en charge en fait de ces personnes. Donc le but, c'était effectivement d'identifier des indications de dépistage de cette surexposition au cadmium, de définir des modalités de ce dépistage et de la prise en charge médicale et du suivi en fait des personnes surexposées. Et la méthode, c'était des recommandations pour la pratique clinique en fait selon les modalités de l'HAS. Donc j'en dirai deux mots. En fait, c'est une méthodologie donc assez stricte, établie depuis plusieurs années par la Haute Autorité de Santé, qui consiste effectivement à faire une note de cadrage. En gros, on cadre un petit peu le sujet, on pose des questions auxquelles il faut qu'on réponde, de constituer un groupe de travail avec des experts de différentes sociétés savantes associées, plus effectivement des personnes, en fait, des représentations des associations d'usagers, d'établir effectivement donc un texte de recommandation et d'argumentaire, plus des organigrammes, une fiche usagée, en fait donc avec une étude de la littérature, y compris dans ce cadre-là avec ce qui est écrit par les grandes associations, des grandes agences nationales et internationales, et une fois que ces textes sont écrits, de le soumettre en fait à un groupe de lecture qui est plus large, multiprofessionnel, qui va juger du contenu, mais qui va juger aussi de la faisabilité des recommandations, et puis ensuite donc de la publication de ces recommandations. Donc là, c'est un digest en fait de celle-ci. Donc, alors sur ce schéma un petit peu complexe, mais c'est pour comprendre comment ça se passe en France, en fait, il y a différents organismes qui interviennent finalement dans une sorte de chaîne de prise en charge de ce type de sujet. Il y a effectivement des organismes qui vont faire des dosages dans le sol, etc. D'autres, comme Santé publique France, en fait, qui va faire des campagnes d'imprégnation, en fait, qui va faire des campagnes d'imprégnation de différents pesticides, métaux, mercure et autres, en fait, donc dans la population générale qui servent de référence. Il y a donc l'ANSES, l'Agence nationale donc santé, d'environnement, travail et alimentation, qui va construire des valeurs toxicologiques de référence. Le Haut Conseil de santé publique qui lui va effectivement établir des valeurs de gestion dans les milieux. Et puis il y a donc un petit peu en fin de chaîne le couple en fait HAS-STC qui, à partir des valeurs déterminées par tous ces organismes en fait, vont pouvoir effectivement établir donc finalement des recommandations pour, comme on l'a dit, on fait dépistage, suivi, prise en charge et suivi des personnes. Et effectivement, là, c'est à l'intention des professionnels de santé pour pouvoir aider les professionnels de santé quand ils ont une personne en fait en face d'eux, savoir quoi faire, etc. pour les aider. Et donc, c'est le but effectivement de ces recommandations. Donc, juste un tout petit rappel, donc les sources d'exposition
pardon, de la population générale au cadmium, elles sont principalement en fait alimentaires. Hein, et donc ça, c'est un petit peu quels que soient les pays, avec des variations en fait qui sont bien sûr fonction, comme l'a marqué Bruno, peut-être des habitudes effectivement et des pays, mais globalement, on a des aliments comme les coquillages, en fait, les fruits de mer, les abats qui sont très riches, le chocolat, et puis il y a des aliments qui sont un peu moins riches, les pommes de terre, les céréales, mais qu'on mange quand même beaucoup plus. Et puis il y a effectivement donc le tabagisme pour les fumeurs bien sûr en premier et aussi pour leur entourage. Alors le dépistage, donc là on parle en fait donc d'une surexposition des personnes parce qu'elles résident sur un sol qui est pollué ou qui a été pollué et donc une pollution persistante. Donc en fait le Haut Conseil de santé publique des valeurs de gestion a déterminé qu'effectivement il y avait donc deux valeurs, une concentration donc dans le cadmium en fait supérieure à 0,5 mg par kilo de poids sec dans les poussières, donc 30 à 50 premiers centimètres, et dans ces cas-là effectivement quelles sont les personnes en fait qui doivent être particulièrement dépistées. Ce sont effectivement surtout les consommateurs de végétaux qui poussent sur place. Hein. Ce sont ceux qui sont vraiment les plus exposés et aussi les personnes qui ont des habitudes particulières, qui peuvent donc ingérer effectivement une certaine quantité de ster, géophage, onychophage ou avec un comportement de pica. Si la concentration de cadmium dans le sol est supérieure à 1 mg par kilo de poids sec, là effectivement ce sont toujours les premiers cités précédemment qui sont les plus exposés, mais on va effectivement rajouter les enfants plus petits, parce que de moins de 7 ans, parce qu'ils marchent, parce qu'ils portent souvent les mains à la bouche, ainsi que les personnes qui sont restées sur place, qui habitent sur place depuis en fait une durée cumulée de séjour sur le site d'au moins 10 ans, et puis effectivement s'ils ont été très jeunes, moins 5 ans. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va dépister, mais avec quel outil? Eh bien, l'indicateur biologique d'exposition qui est le meilleur et qui permet effectivement de mettre en évidence puis finalement cette exposition qui est multisource, hein, si vous voulez, dont environnementale. Eh bien, quel indicateur? C'est la concentration urinaire de cadmium dans les urines ajustée à celle de créatinine. C'est le meilleur indicateur de la charge corporelle en fait globale en cadmium et c'est celle qui est prédictive en fait, celui qui est prédictif des effets sanitaires. On peut effectivement aussi doser le cadmium dans le sang total, mais c'est en complément en fait de la cadmiurie et c'est un médiocre indicateur de la charge corporelle. Par contre, ça peut être un bon indicateur de l'exposition récente s'il y a des variations effectivement dans le cadre de suivi, se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une nouvelle source d'exposition. Aucune autre matrice n'est recommandable, si vous voulez, pour la prise en charge de ces personnes, que les urines ou le sang, ou éventuellement le sang. Alors, toujours pour parler effectivement de ces dosages, il faut savoir qu'il y a effectivement des précautions dans le point à prendre. On a été confronté, on a pas mal discuté effectivement de ces problèmes-là. Il faut qu'il y ait un risque de contamination externe des prélèvements. Donc, les prélèvements, on doit faire à distance de toute source de contamination. Les urines du matin susceptibles d'être plus concentrées, effectivement moins exposées à une contamination et plus concentrées, surtout que notamment pour les plus jeunes, on attend des valeurs qui sont quand même très faibles, sauf exception. Un matériel de référence fourni par les laboratoires et un laboratoire expérimenté qui met en œuvre effectivement une méthode de sensibilité suffisante pour mesurer des concentrations faibles et surtout qui prend vraiment bien en compte toutes les interférences connues avec des contrôles de qualité réguliers, internes, etc. Et puis aussi un recueil sur des informations concernant la personne sur une fiche de renseignement qui est aussi jointe en fait à nos recommandations et qui va effectivement imposer un certain nombre de questions pour savoir essayer d'approcher le mieux possible en fait finalement les habitudes, la consommation alimentaire, éventuellement est-ce qu'il y a d'autres sources d'exposition professionnelles ou autres. Alors on va effectivement comparer donc les valeurs de cadmiurie déjà avec celle qu'on observe dans la population générale. Donc là on est la population générale française et effectivement dans les valeurs qui ont été retenues, c'est toujours le P95, donc le 95e percentile, donc la valeur quasiment la plus élevée. Et donc on voit que c'est en dessous de 18 ans 0,30 microgrammes par gramme et allant jusqu'à 1,2 microgrammes par gramme, surtout chez les femmes, un tout petit peu plus contaminées, et supérieur à 40 ans.
Quand on va effectivement, en fait, comment dire, donc ces seuils-là, si vous voulez, quand on veut faire une prise en charge, on va considérer qu'effectivement, il faut s'intéresser aux personnes quand effectivement elles ont une concentration donc, de camions urinaires qui dépasse effectivement ces valeurs-là, donc en gros avant 21 ans, 0,3 microgrammes par gramme de créate, et puis au-delà de 50 ans, 1 microgramme par gramme de créate. Alors, vous pouvez vous poser la question pourquoi on a fait de différence avant 21 ans à 30 ans, puisque c'est la même valeur. Il faut savoir que logiquement, avant 30 ans, avant 21 ans, ça serait plutôt 0,1 microgramme par gramme de créate, mais en fait, nos collègues analystes ont dit que c'était un peu compliqué d'avoir des valeurs en dessous de 0,3 microgrammes de créatinine, parce que c'est des concentrations extrêmement faibles et que ça pouvait être un problème au niveau des dosages. Donc en fait, on a retenu effectivement ces valeurs-là. En cas de dépassement, il faut quand même contrôler par un deuxième dosage, puisqu'il peut y avoir eu, pas les urines du matin, des interférences, etc. Donc pour qu'on soit sûr qu'on est effectivement devant une potentielle surexposition et devant des personnes qu'il faudra prendre en charge dans le contexte effectivement du suivi et de la prise en charge. Donc effectivement, on va, alors pour le sang total, je passerai un petit peu plus rapidement, puisqu'on a dit que effectivement, c'est plutôt les urines qui sont intéressantes. Par contre, effectivement, là, c'est les valeurs de référence, toujours pareil, donc au niveau du 95e percentile, et on voit qu'il y a une différence effectivement donc, dans le sang entre le tabagisme et en fait les fumeurs, les non-fumeurs, et on voit qu'on peut aller chez les fumeurs actifs avec des concentrations jusqu'à 2 microgrammes par litre, et ça, c'est donc dans la population générale française. Alors, les organigrammes, vous voyez que c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire on va se baser, le point de départ, c'est la concentration dans le sol. Est-ce que je suis en présence d'un sol, effectivement, où la pollution est significative, donc au moins supérieure à 0,5 mg par kilo de matière sèche. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. On va faire un dépistage chez les personnes et en fonction, effectivement, en fait, des concentrations urinaires rapportées en fait à l'âge, on va répéter le dosage. Et si effectivement les deux sont concordants, eh bien, en fait, c'est des personnes qui vont être suivies. Et en fait, il faut savoir que les complications, donc finalement, de la surexposition au cadmium, elles n'interviennent que si, effectivement, la cadmiurie atteint ou dépasse un seuil de 1 microgramme par gramme de créatinine, quel que soit l'âge. Et en fait, quels sont les effets critiques? Eh bien, le premier effet, ce sont les atteintes rénales, tubulaires, proximales et glomérulaires, et les indicateurs d'effets précoces qu'on va rechercher à ce moment-là. Pour l'atteinte tubulaire, c'est une protéinurie de faible poids moléculaire, comme la rétinol benzene protéine, et pour l'atteinte glomérulaire, une protéinurie de poids moléculaire élevé, en première intention, la microalbuminurie. Quand la recherche de protéinurie est positive, il faudra effectivement compléter le bilan rénal. Quand la cadmiurie donc, est supérieure ou atteint 1 microgramme par gramme de créatinine, il faudra aussi rechercher dans certaines populations une déminéralisation osseuse chez les femmes ménopausées, chez les personnes des deux sexes âgées d'au moins 60 ans et chez les personnes en fait, qui ont une atteinte rénale que l'on dépiste et lequel il faudra effectivement faire un suivi particulier. Et puis il faut informer aussi donc, les personnes en situation, les femmes en situation de procréer et donc toutes les personnes, tous les médecins, sages-femmes, professionnels de santé qui peuvent avoir à prendre en charge effectivement ces personnes de possibles effets effectivement sur le développement des enfants à naître et nécessitant donc une surveillance attentive en fait des mères, enfin des futures mères, des femmes enceintes et des enfants après la naissance. Alors, quelles sont les autres complications possibles de la surexposition au cadmium? Donc, dans l'argumentaire scientifique, vous retrouverez donc quelque chose qui est quand même très détaillé, effectivement, de tous les effets qui ont pu être publiés dans la littérature. Donc, des effets cardiovasculaires. En fait, il y a une preuve limitée d'un excès de risque de différentes pathologies associées à l'élévation de la cadmiurie et donc de la cadmiémie, mais pas de celle de la cadmiurie. Et il y a probablement des facteurs de confusion comme le tabagisme qui n'ont pas été forcément correctement identifiés. Sur le plan métabolique, il y a des preuves limitées d'excès de risque de diabète et de prédiabète associés à l'élévation de la cadmiurie. Pareil, mais il y a des facteurs de confusion alimentaire. Sur le plan respiratoire, effectivement, il y a des données, mais sur certains oxydes ou
de sel de calcium et surtout d'irritation effectivement des voies respiratoires à concentration en fait élevée et en milieu professionnel. Sur le plan reproduction, il y a effectivement des preuves limitées chez l'homme, mais suffisantes chez l'animal de toxicité testiculaire, ce qui a fait catégoriser le cadmium par le CLP en 1B. Et sur le plan cancérogène, il y a eu pas mal de choses sur différents cancers, mais effectivement, ça a été considéré un cancérogène certain pour l'homme, mais comment dire, donc groupe 1 du cirque, mais le seul cancer avéré, en tout cas à l'heure actuelle, c'est le cancer bronchopulmonaire. Il y a effectivement des preuves suffisantes d'un excès de risque élevé chez l'homme en cas d'exposition par voie respiratoire et à forte concentration, donc en milieu professionnel. Alors, effectivement, donc l'aide au diagnostic et la prise en charge, dans les sites où justement les concentrations en fait, donc, de cadmium dans le sol sont au moins supérieures à 0,5 mg par kilo de poids sec, il faudrait informer donc les professionnels de santé locaux parce que, comment dire, pour qu'ils sachent qu'ils vont avoir peut-être à prendre en charge et à suivre des personnes effectivement surexposées, et les médecins devraient avoir une formation effectivement sur tout ce qu'on vient de dire, hein, qu'est-ce que c'est le cadmium, comment, voilà, quelle est peut-être sa demi-vie qui est très très longue, hein, au moins effectivement de 20 ans, les effets, le dépistage, le suivi, finalement tout ce qu'on est en train de dire, ce que je suis en train de dire, avec un accès effectivement à des services un peu de référence en background comme les centres antipoison, comme les consultations en fait de pathologie professionnelle et environnementale hein, qui existent effectivement en France et qui peuvent aider par exemple les médecins généralistes, voire les gynécologues, etc., s'ils détectent quelque chose pour les aider effectivement dans la prise en charge. Au niveau du traitement et de la prévention, en fait, il n'y a pas de traitement spécifique, hein. Il n'y a pas de chélation recommandée dans ce contexte-là. C'est la réduction des expositions, c'est un traitement symptomatique des complications, de rechercher et de corriger éventuellement carences en fer, en calcium et en zinc, ces carences-là facilitant l'absorption digestive effectivement du cadmium. Et au niveau effectivement de la prévention, c'est essayer d'identifier et de réduire les sources d'exposition. Donc ça nécessite une enquête environnementale par les autorités sanitaires. Et dans tous les cas, limiter, comme on l'a dit au départ, en fait, hein, limiter ou arrêter la consommation de végétaux produits dans le jardin du site ou cueillis dans la nature sur le site, protéger les jeunes enfants avec des mesures dont je parlais sur la DA suivante, surtout de la poussière du sol, et puis informer la population sur les sources, les circonstances possibles d'exposition, les effets sur les santé et les mesures à prendre pour éviter les surexpositions. Et ça, c'est la fiche usagée qui a été effectivement établie. Donc la prévention de l'exposition, notamment des jeunes enfants, c'est quelque chose que vous devez connaître parce que finalement c'est à peu près similaire à ce que l'on voit effectivement pour le plomb, qui est quand même un petit peu mieux connu. Et finalement, comme on est surtout sur une contamination sous forme de poussière, c'est limiter finalement ou décontaminer les objets, laver en lavage humide, comment dire, des surfaces de façon répétée. Donc rien de particulier, laver les doudous, etc. Donc vraiment c'est tout à fait similaire en fait à ce qui a déjà été déterminé de longue date en fait pour le plomb. Ça c'est pareil, c'est finalement un des organigrammes. On voit que quand on va effectivement en fait avoir des valeurs donc supérieures effectivement à la valeur limite suivant l'âge, on va effectivement faire une enquête environnementale, on va effectivement donc faire des mesures de prévention, et si c'est supérieur à 1 microgramme par gramme, effectivement donc là on va rechercher les complications, les minéralisations, informer tout le monde tel que je l'ai dit. Au niveau de la surveillance clinique, qu'est-ce qu'on fait comment dire, donc là, pareil, effectivement, on va, dans ces cas-là, doser effectivement de façon périodique si on est dans ce contexte-là, et on va comparer donc à la valeur sanitaire, effectivement, pour la tranche d'âge, et en fonction, effectivement, on va faire une surveillance avec une périodicité qui est variable. Si la camillurie est inférieure donc à la valeur sanitaire telle que sur la dia précédente, on va faire une surveillance annuelle pour les personnes habitant toujours sur le site, au moins semestrielle, si effectivement cette valeur est supérieure, et si effectivement en fait elle dépasse au deuxième dosage la valeur initiale, il faut le contrôler, mais surtout, si vous voulez, il faut répéter l'enquête environnementale, il faut reprendre peut-être le formulaire d'enquête pour voir s'il y a quelque chose d'autre dans les sources d'exposition, et comment effectivement on arrive à les maîtriser ou au moins à diminuer. Et puis des fois on peut s'aider justement à ce moment-là de dosage dans le sang total, qui va peut-être effectivement à ce moment-là montrer qu'il y a une augmentation et qui permet effectivement de caractériser un peu mieux les variations récentes en fait de l'exposition.
Voilà, et donc c'est surtout, je le rappelle, les effets sanitaires attendus au-delà de 1 microgramme par gramme de créatinine ou à 1 microgramme. Et donc là, il faut rechercher des complications. Et là, cette recherche de complications doit être répétée annuellement. Donc là, c'est pareil, c'est une partie de l'organigramme, tel que finalement que je vous ai exposé. Donc ça, tous ces organigrammes, vous les avez effectivement dans le travail. Il faut savoir donc pour les participants, donc là, je l'ai cité, dans le groupe de travail, nous avions effectivement donc des personnes du Haut Conseil de santé publique, de l'ANSES, de l'INERIS, de la Société française de toxicologie analytique, que je remercie. Il y a peut-être quelques représentants ici, la Société française de santé et environnement, et puis des associations en fait qu'on a dit en France d'usagers, essentiellement des personnes qui vivent dans des régions où il y a effectivement des surexpositions, il y a des sols pollués, et d'ailleurs pas seulement malheureusement pourquoi en fait au cadmium, et effectivement donc un groupe de travail avec un groupe de lecture avec 57 personnes. Vous trouverez effectivement tous les textes ou les organigrammes sur le site de la Société de toxicologie clinique, sur le site effectivement de la Haute Autorité de Santé. Ça se présente un petit peu comme ça, vous voyez. Et en fait, à l'occasion de la rédaction en fait de ces recommandations, il fait savoir en France que pour que l'assurance maladie rembourse un dosage, il faut qu'elle ait l'approbation de la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé s'est saisie effectivement de ce problème, parce qu'il faut savoir qu'en France, la cadmiurie et la cadmiémie ne sont pas remboursées. Donc effectivement, ils se sont saisis de ça. Ils ont validé en fait en s'appuyant sur ces recommandations, et donc ils ont effectivement donné leur feu vert pour le remboursement en fait de ces 2 dosages, sachant que maintenant c'est dans le background de l'assurance maladie, donc c'est pas encore opérationnel en France, mais théoriquement ça devrait l'être. Je peux pas vous dire exactement en fait dans quel délai, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Tournon, pour cette belle présentation. Nous, on a une expérience au Sénégal en ce qui concerne l'exposition au cadmium. Mais ce sont plutôt des gens qui résident à proximité d'une décharge à ciel ouvert. Ce n'est pas exactement la même problématique. Par contre, on a des concentrations en cadmiurie bien plus élevées, tournées autour de entre 4, 5, voire 6 microgrammes par gramme de créa. Mais on a également pu montrer les atteintes rénales, parce qu'on a fait tout un tas de dosages, vraiment un panel de biomarqueurs précoces, et on a pu montrer des lésions au niveau des différents segments néphroniques. C'est juste c'était en complément par rapport à ce que... Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que faut quand même reconnaître, alors quand même cette résine homogène, si vous voulez, en France, c'est-à-dire suivant bien sûr l'intensité de la pollution, il y a des régions effectivement, notamment dans les Hauts-de-France. Alors il y a plusieurs, il n'y a pas que, mais notamment où ils ont des multiples pollutions. Mais Magali vous donnera un autre exemple. Donc en fait c'est un peu des spots en fait en France, je veux dire, où là on peut avoir effectivement des contaminations. Il y a des valeurs qui ont presque accédé. Alors je pense que votre problématique malheureusement elle est encore bien plus aiguë qu'il ne peut y avoir en fait en France. Mais c'est vrai que dans le nord de la France, il y a des endroits où en fait on est presque à ces valeurs-là pour le cadmium, et d'ailleurs pas que, puisque c'est souvent des sites multipollués. Et effectivement, le problème un peu, c'est que c'est une surveillance d'une assez grande population. Je veux dire, ceux qui vivent, même si l'endroit n'est pas très grand en géographie, ça représente quand même une prise en charge, un dépistage, un suivi. Donc c'est vrai que c'est relativement lourd en fait, mais il faut le faire pour la santé des personnes, puisqu'on est sur un toxique qui s'accumule au fil de la vie. Et donc, effectivement, si on voit qu'on est sur un site pollué et des valeurs, effectivement, telles que j'ai indiquées, il faut qu'il y ait une prise en charge des personnes. Nous, on n'a pas pu assurer la prise en charge. Ce qu'on a fait au moins, c'est que officiellement, cette décharge est fermée. Ah oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà... Donc, nous allons poursuivre à présent avec Dr Labadi. Dr Labadi est médecin de formation. Elle est chef du service de centre antipoison et de toxicovigilance de Bordeaux. Et elle assure la réponse toxicologique à l'urgence, les consultations toxicologie clinique. Et également, elle appuie les activités d'expertise auprès des ARS, donc les agences régionales de santé. Et Dr Labadi va nous faire une présentation, une conférence sur un cas pratique de prise en charge d'une population résidant sur un sol pollué au cadmium. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis très honorée de pouvoir
parler à ce congrès à laquelle je participe depuis de nombreuses années, voilà, aux côtés de nos amis marocains. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je prends la suite de Christine pour vous montrer des exemples pratiques de ce qui se passe dans notre pays concernant les sols pollués. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt, j'ai préparé ce diaporama avec mon pharmacien qui n'est pas ici, voilà, et qui n'a pas de lien d'intérêt non plus. Alors ça, c'est pour vous montrer une cartographie des sites qui ont été répertoriés comme pollués en France. Donc vous voyez qu'il y a quand même de très très nombreux sites, et vous voyez la région Aquitaine en rouge, hein, donc c'est la région dans laquelle j'exerce, où nous avons notre lot aussi de sols pollués. Alors, les origines des sols pollués, bon, je pense que ça coule un peu de source. Hein. On a l'activité industrielle, évidemment, que les activités industrielles soient encore présentes ou passées. Et donc, c'est très important, notamment quand il y a des chantiers de construction, d'avoir l'historique des sols, parce que, malheureusement, il y a eu une époque où on a construit des maisons sur des sols qu'on ignorait pollués, et maintenant on se retrouve avec des habitations sur des sols pollués. Donc l'historique est quand même très, très, très importante. Il y a également des sols pollués par des activités artisanales, il y a des sols pollués avec des activités minières, il y a des sols pollués avec des activités de guerre. On a encore ça en France, hein, avec des sols dans lesquels on retrouve encore notamment des bombes, des choses comme ça de la Première Guerre mondiale de 1914, hein, donc on a ça aussi. Et puis il y a des terrains qui ont servi d'être de terrains de remblai, où là effectivement on a aussi des sols pollués. On a des installations industrielles classées pour la protection de l'environnement, qu'on appelle les installations ICPE, hein, qui, elles, génèrent des sols pollués. Et puis, on a, de manière tout à fait naturelle, un certain nombre de substances dans le sol, qui sont ce qu'on appelle les fonds géochimiques, et qui, effectivement, peuvent être à l'origine aussi de pollution. Alors, les substances chimiques en cause, à votre avis, dans les sols, à votre avis, quelles sont les substances que l'on rencontre ? Les métaux, ouais. Ouais. Tout. On peut tout trouver. Voilà. On peut trouver des pesticides, on peut trouver des métaux, on peut trouver tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori sur les sols pollués. Hein. Il faut faire l'état des lieux et puis voilà. Alors, les conséquences de la pollution d'un sol sur la santé humaine, elle est importante parce que vous voyez que dans le sol, vous allez avoir des contaminations directes pour les enfants, que ce soit par ingestion ou par pénétration percutanée. Les animaux qui vont consommer la végétation vont être contaminés, et comme nous mangeons les animaux, nous allons être contaminés parce que nous mangeons les animaux. Les légumes, que ce soit les légumes feuilles, hein, ou les légumes dits racines, peuvent être contaminés par les sols, et comme nous consommons ces légumes, eh bien, nous pouvons être contaminés. Ensuite, il y a la contamination de l'eau. Hein, donc, de l'eau, on peut avoir la contamination parce qu'on boit de l'eau ou parce qu'on se douche avec de l'eau contaminée. Et puis, il y a les contaminations de l'air que l'on respire. Voilà. Donc, vous voyez que les conséquences sont importantes. Et quand on prend en charge un patient exposé au sens large, il va falloir faire l'inventaire de ce à quoi il est exposé. Voilà. Je vais y revenir. Alors, comment ça se passe quand on a un sol pollué en France ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la production d'un rapport, qu'on appelle le rapport d'interprétation de l'état des milieux, un IEM. Donc, c'est un outil de gestion des sols pollués, et ce rapport vise à identifier l'ensemble des modes d'exposition. Donc, exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire les eaux, que ce soit les eaux de surface ou les eaux de profondeur. Par exemple, si les gens ils ont des puits, voyez, les légumes, quand ils poussent sur ces sols-là, l'ingestion de terre par les enfants, l'inhalation de poussière, l'inhalation de substances toxiques qui peuvent être émises également, et puis, bien sûr, le contact cutané. Et donc ça, une fois que cette identification est faite, il va y avoir des mesurages qui vont être faits, alors dans l'eau, dans le sol, dans l'air, en fonction des différents polluants qui ont été identifiés. Et il va y avoir donc ces campagnes de mesure à différents endroits du sol pour pouvoir un petit peu qualifier l'exposition. Voilà. Et ensuite, il va y avoir des modèles mathématiques qui vont être appliqués et qui vont permettre de calculer les concentrations des polluants dans les milieux à partir des données disponibles d'autres milieux, surtout quand ils ne sont pas accessibles. Alors, un premier exemple, alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit très bien, alors moi je ne vois pas très bien là, mais là vous voyez très bien. Donc, c'est un petit village dans ma région, et vous voyez en rouge, alors j'ai la possibilité de mettre une flèche ? Oui. Vous voyez ici, c'était une ancienne mine, hein, ce qui est rouge, c'était une ancienne mine.
désaffectée. Et ici, vous avez une maison d'habitation dans laquelle se trouvent 4 adultes et 7 enfants. D'accord? Et là, vous avez une petite mare. Puis à côté, vous avez, on ne le voit pas bien, mais vous avez au milieu des arbres une petite aire de jeu où les enfants jouent. Voilà. Alors évidemment, c'est une mine, donc ça a été identifié comme un sol potentiellement pollué. Donc des mesurages ont été faits. Alors vous voyez, les petits carrés rouges, ce sont les mesurages de sol qui ont été faits un petit peu partout, vous voyez, sur le site. Et puis les petits ronds bleus, alors ici par exemple, tout ça, c'est les prélèvements d'eau, d'accord, qui ont été faits. Alors, les résultats, vous voyez, alors moi je ne vois pas bien, mais vous, je pense que vous voyez mieux. Vous avez donc les concentrations, alors ça c'est les résultats pour le plomb, d'accord? Donc vous avez les résultats du plomb, alors on admet en France des concentrations dans le sol qui doivent être inférieures à 300 mg par kilo de matière sèche de sol. Donc vous voyez que c'est le petit carré orange, enfin jaune, pardon, jaune et puis bleu. Tout ce qui est rouge, enfin orangé, rouge et noir, hein, donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, vous voyez ici, c'est noir, là, tout ça, c'est rouge. Et vous voyez qu'à côté de la petite mare, là où les enfants se baignent, ben, c'est rouge. Ben, tout ça, ça contient du plomb dans des concentrations qui ne sont pas acceptables en termes d'effets sur la santé. Alors, la question qui suit après tout ça, c'est ben, le patient, finalement, est-ce qu'il est exposé ou est-ce qu'il est surexposé? Parce que exposé, on l'est tous hein, dans notre environnement, comme on l'a expliqué. Donc la question est de savoir, c'est pour ces personnes qui vivent sur ces sols-là, s'ils sont plus exposés que ce qui est acceptable, ce qu'on appelle la surexposition. Donc on prend en compte des hypothèses et des scénarios hein, réels et explicites. Alors on dit par exemple, un enfant de tel âge, il mange à peu près tant de poussière par jour. Tout ça, c'est publié dans des rapports. Hein, voilà. On tient compte de l'eau de boisson. Si on sait qu'il y a X concentration d'un polluant dans l'eau de boisson et que l'enfant, pour son âge, boit 1,5 litre par jour, ben, on peut calculer la quantité qu'il avale. Voilà. Et ensuite, on compare ces scénarios, quand on a couplé toutes les sources, avec les valeurs journalières qui sont admissibles sans effet pour la santé. Alors, comment on fait pour tout ça? Eh bien, il y a cinq axes de réflexion. Le premier axe de réflexion, c'est le questionnaire exhaustif. Donc, on soumet un questionnaire à ces patients. Donc, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils jouent dehors, est-ce qu'ils jouent dedans, est-ce qu'ils se baignent dans la mare, est-ce qu'ils ne se baignent pas, est-ce qu'ils ont des loisirs autres, par exemple le tir, s'ils tirent, vous voyez, parce qu'avec les balles, on a du plomb. Est-ce qu'ils ont une profession qui les expose à des polluants? Voilà. Ensuite, on va leur proposer des dosages biologiques, d'accord? Alors là, le dosage biologique, je laisserai parler les gens de la SFTA qui viennent d'arriver, hein, mais en gros, ce qu'on dit, nous, les cliniciens, c'est pas compliqué. C'est le bon moment, il faut le faire au bon moment. Donc, Christine l'a bien expliqué pour le cadmium, c'est le matin, d'accord? Le bon moment, la bonne matrice. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher du cadmium dans les cheveux, alors que la matrice validée, c'est le cadmium urinaire, voyez? Et la bonne technique, hein, donc effectivement, il y a des techniques validées pour les mesurages de certains polluants qu'il faut absolument respecter. Parce que sinon, vous avez des résultats qui sont totalement ininterprétables. Alors, ensuite, troisième axe de réflexion, c'est bon, alors le patient, on sait comment il vit, on lui a fait des mesurages. Troisième, est-ce qu'il a des maladies particulières? Donc ça passe par un examen clinique, on l'examine et on regarde si cliniquement il présente, alors par exemple, je ne sais pas moi, pour les gens exposés à l'arsenic dans ma région, parce qu'il y a eu beaucoup d'arsenic dans ma région en raison des vignes, puisque à Bordeaux, dans les vignes, on mettait de l'arsenic comme pesticide. Voilà, donc on regardait à l'époque, si les gens ils avaient des atteintes cutanées des mains. Ouais, parce que c'était assez classique avec l'arsenic. Voilà, donc on fait un examen clinique, puis après, on se pose la question, est-ce qu'il y a un traitement? Et puis, s'il y a un traitement, qui est-ce qu'on traite? Voilà, et question corollaire, comment on surveille ces populations? Alors, à partir du moment où on sait qu'ils sont surexposés, comment on les surveille? Alors, vous avez à droite un exemple du questionnaire de renseignement pour l'arsenic, hein, qu'on a publié sur notre site, hein, tout ça c'est sur le site de la Société de toxicologie clinique. Alors, deuxième exemple, c'est le plus récent. Donc ça se passe là, il y a un mois. Alors vous voyez ici, vous avez un site industriel, d'accord? Donc j'ai choisi cet exemple, je vais vous dire pourquoi, parce que ce site industriel, c'était autrefois la Société royale asturienne des mines, qui était une société marocaine.
Voilà. Et donc, elle avait implanté un site de production ici. Et donc, pendant des années, elle a fabriqué un certain nombre de choses. Et vous voyez que petit à petit, ça s'est construit autour. Et vous avez ici tout un petit lotissement qui a été construit sur des terrains qui autrefois appartenaient à cette société royale et qui donc produit effectivement un certain nombre de pollutions. Donc, il y a eu un document, comme je vous l'ai dit, qu'on appelle l'IEM, l'interprétation d'études d'état des milieux, de 143 pages, qui faisait le point sur tout ce qu'on pouvait trouver dans ce sol. Et alors, vous voyez que, alors, on a retrouvé de l'arsenic bioaccessible, mais à des taux inférieurs aux taux qui posaient problème. Donc, par contre, on a trouvé d'autres polluants comme le cadmium, le plomb et le mercure, pour lesquels donc on a proposé des mesurages dans la population pour ceux qui étaient bien sûr d'accord. L'ARS, donc l'Agence nationale de santé, a financé tous ces dosages et on nous a demandé d'aller faire des consultations déportées à l'hôpital de proximité. Voilà, alors voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc vous voyez que le nombre de riverains qui ont accepté les dosages était au nombre de 94. Vous voyez, l'âge médian c'était 64 ans, donc c'était des gens plutôt âgés. Voilà, et puis il y avait une prédominance féminine. Alors les conditions analytiques, je vous l'ai dit, c'est fondamental. Hein. Donc vous voyez que le nombre de prélèvements, j'aurais dû rajouter urinaires, réalisés après-midi, il y en avait quand même 14. Donc ça veut dire que le cadmium urinaire pour ces personnes-là n'est pas réalisé dans des conditions acceptables. Il y avait des heures inconnues. Voilà. On a utilisé des techniques validées. Et puis, dans les concentrations urinaires, on a retrouvé 7 patients en dehors de la plage d'interprétation des résultats, c'est-à-dire que la créatinine urine n'était pas... ils avaient des urines qui étaient soit trop concentrées, soit trop diluées, auquel cas, on ne pouvait pas interpréter les mesurages qu'on avait faits. Voilà. Et puis, on avait un patient avec une créatinine urinaire inconnue. Alors, concernant le cadmium, vous voyez, on avait 93 de cadmiuries, et vous voyez que, pour faire simple, on avait 5 patients qui présentaient des cadmiuries supérieures à 1 microgramme par gramme de créatinine, qui est le chiffre de référence pour les patients de plus de 50 ans. D'accord ? Voilà, donc on les voit ici sur le graphique, hein, donc il y avait ces patients-là, et vous voyez, ils avaient 1,1, 1,3, 1,4, 1,5. Bon. Concernant le mercure, on avait 92 mercuries. Toutes les valeurs étaient inférieures au percentile 95 des valeurs d'interprétation d'imprégnation de la population française dans l'étude Esteban. Donc, clairement, on n'avait pas de problème de mercure dans cette population. Concernant les plombémies, donc 93 plombémies, vous voyez qu'on avait 7 plombémies qui dépassaient le percentile 95 de la distribution de la classe des 18-74 ans, toujours dans l'étude Esteban, et on avait une plombémie pour un enfant qui dépassait le seuil de surveillance du Haut Conseil de santé publique en France, fixé à 25 microgrammes par litre. Les autres valeurs étaient inférieures à ce qu'on attendait, donc on n'était pas inquiet. Alors les plombémies, il y avait 2 enfants qui avaient moins de 6 ans, donc on doit les contrôler tous les ans, ça on l'a d'emblée dit, hein, même s'ils n'avaient pas des plombémies élevées au moment où on les a vus. Pour les autres enfants de 6 à 17 ans, eh bien, c'est les recommandations, hein, nouveau dépistage qui ne se justifiera que si on a des arguments, c'est-à-dire une clinique évocatrice, d'accord ? L'enfant de 14 ans, lui, devrait être recontrôlé dans 3 à 6 mois. Et puis, les femmes en âge de procréer, elles ont toutes des plombémies inférieures à 5 ans, donc on est relativement rassurés, sauf une, je vais y revenir. Hein, donc, pas de suivi systématique, mais par contre, en cas de grossesse, une plombémie sera justifiée si elle réside encore dans ce lotissement. Voilà. Donc, dans cette cohorte, 7 patients présentaient des plombémies supérieures au percentile 95 de la classe d'âge des adultes de plus de 18 ans dans l'étude Esteban, et ces patients devaient être vus en consultation. Alors, la base de données, c'est une base de données vivante. Les données précédentes, ce sont celles qui ont été arrêtées au 22 juillet. Depuis, vous voyez, on a eu d'autres patients qui se sont manifestés. Et au 4 octobre 2024, quand j'ai préparé mon diaporama, il y avait 102 patients qui avaient renvoyé des résultats. Donc, chaque patient possède un dossier ouvert au centre antipoison nominatif. Et 33 médecins généralistes ont été contactés et on leur a proposé de voir les patients en consultation sur une consultation de spécialité. Ils ont tous été d'accord. Alors, on s'est donc rendu avec mon pharmacien, que vous voyez sur cette diapositive, à l'hôpital de proximité. On nous a mis à disposition, vous voyez, des petits panneaux, on était fléchés, tout ça, un bureau, c'était formidable. Et on a pu donc appliquer le questionnaire, donc le pharmacien appliquait le questionnaire, et moi je voyais les patients en consultation. Donc les résultats, donc on avait un patient qui avait des résultats normaux en fait, qui est quand même venu à la demande de son médecin généraliste parce qu'il était très anxieux.
Voilà. En fait, l'histoire de ce monsieur, c'est que sa femme s'était suicidée une dizaine d'années auparavant et il était persuadé qu'elle s'était suicidée parce qu'elle avait fait une dépression en rapport avec une exposition aux métaux. Voilà, donc il avait besoin d'explications, donc on l'a reçu. S'agissant des cadmiuries, donc on avait 3 patients qui avaient une cadmiurie sans autre cause retrouvée que leur lieu de résidence. Donc on leur a redonné les recommandations précises de lavage de l'intérieur de la maison, de mettre les pantoufles quand on rentre, de ne pas consommer les légumes du jardin, etc. etc. Un patient avait une cadmiurie élevée, mais il avait une insuffisance rénale grave et il était en attente de dialyse. Voilà. Et on ne le savait pas. D'ailleurs, on l'a su, c'est quand je l'ai examiné, il avait une cicatrice dans le dos, alors je lui dis, mais c'est quoi cette cicatrice? Il m'a dit, oh, ça c'est rien, ça va bien, j'ai juste un poumon en moins. Ah bon, j'ai dit, quand même. Et puis je lui dis, vous n'avez pas d'autres soucis? Non, non. Vous n'avez pas de visite médicale prévue? Si, bientôt, je vois le néphrologue. Ah bon? Oui, oui. Puis oui, je lui vois une espèce de comment dirais-je, de veine un peu hypertrophiée ici. Je lui dis, ça, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ah, ben, ça, c'est parce qu'on va me faire une dialyse. Ah, ben, j'ai dit quand même. Voilà, donc il avait une cadmiurie élevée, lui, qui était supérieure à 2, mais qu'on ne peut pas interpréter dans ce contexte d'insuffisance rénale terminale. Voilà. S'agissant des plombémies, alors il y avait l'enfant de 14 ans qui avait... alors lui, on a appris à l'interrogatoire qu'en fait, il avait construit une cabane sur le site, mais tout à côté de l'entreprise. Et il avait donc construit cette cabane pendant 1 mois. Donc tous les jours, il y allait 6 à 8 heures par jour avec ses copains. Et il fabriquait la cabane dans la poussière. Et donc, on lui a expliqué que ça n'allait plus être possible. Et donc, on attend 3 mois pour lui recontrôler son plomb. Et probablement que ça va descendre. Il y avait un homme de plus de 60 ans qui, lui, faisait du tir sportif 3 fois par semaine. Donc, on lui a expliqué que ça aussi, c'était un peu ennuyeux compte tenu du contexte. Et donc, on a recontrôlé sa plombémie. On a pu s'assurer quand même qu'elle était stable à 130, ce qui n'est pas non plus un chiffre catastrophique. Voilà, il y avait une femme de 40 ans. Alors, c'était cette femme en âge de procréer qui avait 194 de plombémie. Alors, elle avait une exposition liée à son lieu de résidence, mais également liée à son activité professionnelle, puisqu'elle avait été femme de ménage dans l'entreprise en question pendant près de 20 ans. Voilà, donc elle sera recontrôlée aussi. Et puis il y avait une femme de 78 ans pour laquelle on n'avait pas retrouvé d'autre cause que le lieu de résidence. Elle a été recontrôlée normale à 6 mois. Et puis il y avait une femme de 79 ans avec une plombémie limite, sans autre cause retrouvée que le lieu de résidence. Donc on l'a recontrôlée à 67, donc on était rassurés. Donc en conclusion, 14 patients auraient dû être vus en consultation, on en a vu 10, les 4 autres n'ont pas voulu venir parce que c'était des gens âgés et en gros ils nous ont dit on est très vieux donc on ne croit pas que ça va avoir une incidence sur notre vie, donc on n'a pas insisté parce qu'ils n'avaient pas non plus des taux qui étaient quand même très élevés. Donc on a vu ces 10 patients. Il y a quelques dosages qui doivent être refaits pour les raisons que je vous ai expliquées, donc les patients ont tous été recontactés, leur médecin traitant aussi. Voilà, on a quand même un petit bémol à ajouter sur ça parce que dans les analyses que l'on recevait, on n'avait pas le statut rénal des patients. Donc on a considéré qu'ils n'avaient pas de maladie rénale, considérant que si ça avait été le cas, dans la mesure où on l'avait demandé au médecin généraliste de nous informer de cette pathologie si ça existait et qu'on n'avait reçu aucun appel, on a considéré qu'ils n'avaient pas de pathologie rénale. Voilà, mais ça reste un petit bémol quand même. Alors reste quelques questions. La première, c'est la représentativité de la cohorte, parce qu'en somme, on n'a pas de cas graves, quoi, pour être clair. Hein. On ne sait pas exactement quel est le nombre total d'habitants sur ces sols. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir organiser quand même le recontrôle de ces patients, avec notamment la cadmiurie annuelle pour ceux qui vont rester sur ce lieu de résidence, notamment les plombémies pour les enfants, les femmes en âge de progrès, tout ça. Donc ça, il va falloir que ça soit organisé. Donc ça va être le travail suivant qu'on va faire. Voilà. Et ceci est donc un exemple pour vous montrer la collaboration qu'on peut avoir en France entre le centre antipoison, l'agence régionale de santé, les médecins généralistes et les centres hospitaliers de proximité quand il y a un problème avec des patients exposés sur un sol pollué. Je vous remercie de votre attention. J'en profite pour vous montrer mon équipe. Ah bon, on ne la voit plus? Ah, on ne la voit plus? Ah bon non, bah, je ne sais pas pourquoi. Ah bah les voilà. Ah, quand même. Merci beaucoup, docteur Labadie. Au fait, c'est excellent, votre présentation, elle est excellente. Justement, elle montre parfaitement la collaboration entre les différentes institutions, justement, pour limiter l'exposition aux toxiques. Les toxiques en fait, on s'est rendu compte, si vous voulez, que les médecins généralistes ne connaissaient pas du tout cette problématique.
Parce que c'est compliqué d'arriver et de dire, écoutez, nous on est les meilleurs là, on va vous voir vos patients, vous allez voir. Mais en réalité, on les a contactés, il y a eu des réunions en amont, ça a été un peu long à organiser. On leur a expliqué ça, on leur a dit, si vous savez faire, pas de problème, vous voyez vos patients, pas de souci. Mais en réalité, ils nous ont expliqué qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette consultation déportée. Alors c'est compliqué à faire parce que l'Aquitaine c'est grand, il n'y a qu'un seul centre antipoison en Aquitaine et on a plusieurs sites pollués comme ça et donc ça prend du temps, quoi. La gestion de tous les cas, tous les dossiers, le fichier Excel, qui a envoyé quoi, à quelle heure il a fait son analyse, enfin, faut être hyper méticuleux. Le pharmacien, ça c'est parfait pour lui. Il est hyper méticuleux, voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, voilà. Donc, la dernière conférence, donc j'appelle professeur Megarban pour nous présenter une conférence intitulée L'exposition au sulfure d'hydrogène, quels risques toxiques environnementaux et professionnels. Très bien, merci beaucoup. Donc, je m'exprime cette fois-ci donc au titre de la STC. Voilà, donc nous sommes ravis évidemment de venir dans ce congrès et donc de présenter un certain nombre de données. Donc moi je vais parler du sulfure d'hydrogène, donc qui est une circonstance assez rare d'intoxication environnementale ou professionnelle, mais néanmoins aux conséquences très sérieuses. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je vous rassure tout le monde, je vais faire le plus vite possible, car tout le monde a envie que ça se termine cet après-midi. Alors, donc, sur les diapos, je vais dire les points importants pour aller vite. Donc, le sulfure d'hydrogène, c'est un gaz qui d'abord sent l'œuf pourri, donc c'est assez mauvais, qui est hautement inflammable, explosif, sans couleur. Et donc, évidemment, il est produit essentiellement par la putréfaction des substances organiques en présence de bactéries dans des milieux où il n'y a pas trop d'oxygène. Et donc, malheureusement, il est à l'origine, à ce moment-là, d'intoxication des personnes qui vont le respirer. Alors, voici différentes circonstances industrielles ou naturelles de production de ce gaz. Et c'est important, c'est pour ça que j'avais pensé à faire ça, c'est que vous voyez les tanneries de Fès sont une source importante. Alors, vous allez me dire après si vous voyez ce type d'intoxication, je ne sais pas. Mais les tanneries sont une source importante de production de sulfure d'hydrogène. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet. Alors, en général, dans la littérature, ce n'est pas tellement les tanneries de Fès qui sont évoquées, c'est plus l'industrie pétrochimique, notamment aux États-Unis, par exemple, où c'est un sujet important. D'ailleurs, là-bas, les médecins du travail et les hygiénistes connaissent le problème et ont des détecteurs. Les ouvriers et les travailleurs reçoivent un enseignement pour la prévention afin d'éviter tout risque. Car quand on regarde les toxiques responsables de décès sur le lieu de travail, eh bien on voit que c'est la deuxième cause après le monoxyde de carbone, donc quand même ça a des conséquences assez importantes. Alors plus récemment, une problématique dans les Antilles françaises a émergé, et un peu plus largement dans les Caraïbes, c'est l'échouage d'algues, les sargasses sur les côtes en très très grande quantité, qui restent comme ça sur les côtes et qui finissent par pourrir et qui dégagent ce genre de gaz. Et plusieurs intoxications d'animaux, mais aussi d'humains qui sont rentrés dans ces zones et qui ont respiré le gaz, avec des décès rapportés, ont été signalés. De plus, le risque d'intoxication chronique cette fois-ci, c'est-à-dire comme les sargasses sont en permanence là, ça dégage le gaz et cette fois-ci on est exposé de façon prolongée. Eh bien, c'est un tableau un peu moins bien connu, mais un certain nombre de symptômes, comme vous voyez, neurologiques notamment, ont été attribués à cette émission de gaz. Alors voici un exemple typique d'une intoxication grave telle qu'elle peut survenir. Donc c'est un navire avec un tank à l'intérieur, enfin un réservoir, pardon. Et donc il a servi à transporter de l'huile végétale. Et donc deux ouvriers sont rentrés dans le tank pour le nettoyer. Et malheureusement, l'un d'entre eux est mort. Alors on a constaté en fait, pour comprendre son décès,
c'est que en fait, le tank avait été lavé avec de l'eau de mer 3 semaines avant. Et en fait, quand il a été rempli d'huile végétale, eh bien, cette huile a servi d'aliment à des bactéries qui étaient dans l'eau de mer, qui étaient restées résiduelles dans le système. Et comme il n'y avait plus d'oxygène, eh bien, les bactéries anaérobies se sont produites et ont produit le gaz. Et lorsque on a retiré l'huile, il ne restait plus que le gaz, pas d'oxygène. Et quand l'ouvrier est rentré dans le réservoir pour le renettoyer, il est mort instantanément. Donc ça, c'est typique de l'accident. Alors, le sulfure d'hydrogène, c'est donc un gaz donc qui a une odeur assez désagréable, donc d'œuf pourri, qui est donc inflammable, comme je l'ai dit, qui par contre ne s'accumule pas dans la nature et qui a un métabolisme rapide. Alors, comme je l'ai dit, cette odeur est assez caractéristique, mais néanmoins, le nez de l'homme s'y habitue, et donc assez rapidement, dans le temps, il ne ressent plus l'odeur quand il est dans le milieu. Il faut savoir que c'est un gaz naturel aussi, que l'on produit tous ici, par les bactéries digestives. Et donc, c'est à l'origine, par exemple, des gens qui ont une haleine pas terrible, ou des gaz digestifs qui sentent très mauvais. Voilà, c'est ce gaz-là. Il faut savoir que le seuil de toxicité est assez faible. Alors, ce que j'ai lu, donc je le rapporte, paraît-il, le corps humain contient une quantité de gaz que si on la multiplie par 2, on peut en mourir. Donc, on vit sur un fil assez étroit. Alors, en tout cas, quand ça rentre dans le corps humain, à partir de l'intestin, c'est rapidement métabolisé par des voies que je vous passe, d'oxydation, de méthylation, et ça finit par donner des thiosulfates et une élimination urinaire. Alors, le gaz est un gaz asphyxiant, donc il va agir comme le monoxyde de carbone et le cyanure, et notamment, il va agir sur la cytochrome oxydase et sur la succinate déshydrogénase mitochondriale, et donc il va bloquer le cycle de Krebs et entraîner donc une hypoxie cellulaire importante. Il a par ailleurs un effet d'irritation des muqueuses, et donc aussi il peut brûler les yeux, la partie supérieure des voies respiratoires. Et enfin, il a une neurotoxicité aussi un peu spécifique. Il va entraîner au début une hyperventilation, qui est d'ailleurs délétère, puisque la personne va respirer encore plus de gaz, et puis ensuite une dépression des voies respiratoires, et donc une asphyxie et un décès. Voilà, donc évidemment les effets, vous imaginez, sont dose dépendants, je vous passe. Et donc le tableau clinique typique, c'est la syncope brutale, c'est-à-dire la personne rentre dans une pièce où il y a le gaz, et en ouvrant la porte, boum, il tombe, brutalement en 2 secondes, à cause de tous les effets que je viens d'énumérer. Lorsque c'est un peu moins grave, il peut avoir des troubles neurologiques qui peuvent aller du coma aux convulsions, à l'AVC, et des troubles cardiaques avec des arythmies. Bien sûr, l'hyperlactatémie est aussi un marqueur, comme dans le cyanure. Par ailleurs, évidemment, il va avoir des brûlures au niveau des yeux, au niveau des voies respiratoires, et donc il peut avoir là aussi une insuffisance respiratoire aiguë qui s'installe. Voilà, c'est une circonstance importante d'intoxication sur le lieu de travail, et lorsque le décès est observé, c'est toujours quasiment en association à cette intoxication brutale, à tel point que les Anglais, enfin les Américains, ont une expression que je vous ai notée, j'ai du mal à la traduire, mais c'est l'effet marteau. C'est quasiment comme si on prend un marteau, on vous donne un coup sur la tête, et puis vous tombez instantanément et vous êtes mort, lié à ce mécanisme de toxicité. Alors le diagnostic, évidemment, c'est une approche un peu clinique, mais au début, on ne sait pas trop, est-ce que c'est le CO, est-ce que c'est le cyanure, est-ce que c'est un autre gaz. L'odeur, comme je l'ai dit, se dissipe rapidement, donc ce n'est pas aussi facile. Bien sûr, il faut faire un bilan général, et on peut mesurer les sulfides par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, mais c'est un dosage qui manque de spécificité. Les analystes nous expliqueront pourquoi. Plus intéressant, puisqu'il faut très vite avoir le diagnostic, c'est de posséder ce type de détecteur. Et donc, dès que vous rentrez dans la pièce, vous mettez le détecteur, il sonne, et là, c'est spécifique. Et donc, tous les gens qui travaillent dans ce type d'industrie où il y a ce risque possèdent ce détecteur. Alors, il y a 2 choses à bien connaître. Premièrement, c'est le risque au moment du bouche à bouche. Donc, il ne faut surtout pas faire de bouche à bouche
au patient qui est tombé avec un coup de marteau sur la tête, car sinon vous allez tomber juste avec lui si vous respirez le gaz, donc pas de bouche à bouche. Ensuite, le risque de contamination secondaire est faible, n'est pas nul, donc il faut quand même se méfier, et il vaut mieux rentrer avec une tenue telle qu'on vous l'a montré, notamment avec un masque à gaz évidemment dans la zone. Alors, la prise en charge commence dès la phase préhospitalière avec un certain nombre de mesures non spécifiques. Ensuite, vous êtes admis à l'hôpital, évidemment, si vous êtes dans le coma, vous avez convulsé, vous avez des troubles neurologiques. Et puis, on va vous faire une réanimation classique. Alors, les antidotes sont très discutés. Néanmoins, on peut discuter les agents méthémoglobinisants, l'hydroxocobalamine et l'oxygénothérapie hyperbare. Alors, le niveau de recommandation de tout ça, évidemment, est très faible, il n'y a pas beaucoup d'études. Voilà. Malgré tout, l'agent, parce que c'est les États-Unis et parce que ce sont des données un peu anciennes, l'agent qui est mis en première position, c'est les agents inducteurs de méthémoglobinémie, donc notamment le nitrite d'amyle, le nitrite de sodium. Il n'y a pas besoin du thiosulfate de sodium qui n'est pas utile. Il faut savoir qu'il y a un agent qui s'appelle le 4-DMAP, qui est produit en Allemagne, qui peut aussi servir dans ces circonstances. Mais à mon sens, l'hydroxocobalamine devrait tout à fait marcher, mais il y a très très peu de données. Voilà, l'oxygénothérapie hyperbare, c'est un peu plus historique aussi. Quand on ne sait pas quoi faire, bon, on fait de l'oxygène. Je ne suis pas certain que ça a un intérêt, mais c'est proposé par certains dans les formes les plus graves. Vous voyez, les références sont assez anciennes, donc je me méfierai. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est éviter les erreurs lorsque ça survient. Quelles sont les erreurs ? D'abord de suspecter ce diagnostic lorsque vous avez quelqu'un qui fait une syncope brutale sur un lieu professionnel. Deuxièmement, quand vous avez l'impression de sentir l'œuf pourri. Et puis à ce moment-là, évidemment, ne pas rentrer dans la zone sans masque à gaz, sinon vous allez tomber comme votre collègue assez rapidement. Voilà. Et ensuite, évidemment, se méfier que souvent il y a un traumatisme crânien associé dans les cas les plus graves de chute brutale des patients. Et bien sûr, ne pas faire de bouche à bouche, comme je l'ai expliqué. Voilà, tout ça représente des challenges pour les toxicologues et les médecins du travail, mais vous avez bien compris, et je vais résumer et terminer ma présentation. Si vous savez ce résumé, tout va bien pour vous. Premièrement, le sulfure d'hydrogène est responsable d'une syncope brutale, donc c'est l'effet marteau, coup de marteau sur la tête. Deuxièmement, il faut ne pas faire de bouche à bouche et rentrer dans la zone avec une tenue de protection. La décontamination est utile, même si ça n'est pas un gaz persistant sur les vêtements, mais malgré tout, il faut s'en méfier parce que c'est assez grave. Troisième point, le traitement est essentiellement de support, et la mesure principale, c'est sortir le corps de la zone où il y a le gaz. C'est le principal truc. Ensuite, faire les mesures classiques. Il faut malgré tout discuter les antidotes. Donc la littérature propose surtout les agents méthémoglobinisants, à mon sens, qui peuvent être remplacés par l'hydroxocobalamine, mais il n'y a pas beaucoup de preuves. L'oxygénothérapie hyperbare, c'est un peu plus douteux, mais en tout cas, certains le proposent. Voilà, merci beaucoup. Merci Bruno. Je crois qu'on va prendre juste 5 petites minutes ou 10 pour des questions pour nos différents orateurs. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît, pour Dr Labadi. Donc, quand vous... Voilà, merci beaucoup. Donc, quand vous dites, c'est-à-dire saisine... Quand vous dites saisine... Saisine. Saisine. Oui. C'est-à-dire c'est comment c'est réglementé, c'est-à-dire c'est quelle institution qui réglemente toute cette collaboration, toute cette coordination au fait entre les différentes institutions. Vous dites c'est une saisine de la... En fait les saisies, c'est la demande en fait, d'une agence à un service de l'État. Alors nous, les centres antipoison, c'est le service d'État, et donc on a ce qu'on appelle une expertise d'appui. C'est-à-dire que n'importe quelle agence d'État peut nous saisir, comme elle peut saisir la Société française de toxicologie analytique, comme elle peut saisir la Société française de toxicologie clinique, pour avoir un avis d'expert. Mais dans ce cas-là particulièrement, quand il y a plusieurs... Alors nous on est saisis comme experts, c'est-à-dire que nous en fait, nous ce qu'on nous demande, c'est de donner un avis sur la prise en charge du patient.
Moi, par exemple, on ne va pas me demander un avis sur comment il faut organiser le chantier pour dépolluer le sol. Là, ils vont saisir une autre institution. Et en fait, il y a en général, je dirais, un capitaine à bord du bateau, quoi. C'est-à-dire que chez nous, en l'occurrence, c'est la préfecture. Hein, donc, sur les sols pollués, en général, c'est le préfet qui coordonne tous les services de l'État et qui, voilà. Ben, c'est la même chose pour nous. Je voulais juste m'assurer. En fait, c'est les autorités locales. Quand vous dites préfet, c'est ministère de l'Intérieur. Ouais. C'est exactement pareil chez nous. Et c'est très important que chacun reste dans son rôle. Très bien. Voilà. Parce que sinon, c'est compliqué. Quand il y a une investigation pareille chez nous. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et juste pour compléter, quand il y a une saisine qui donne lieu à des recommandations, c'est ce tableau qu'a présenté Christine à un moment donné où on voit toutes les agences qui font chacun leur propre activité dans leur expertise pour qu'à la fin chacun soit coordonné, parce qu'ils avaient remarqué qu'à un moment les uns faisaient un peu le travail des autres, le travail était fait en double, et donc il y a eu effectivement cette réorganisation pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions et aboutisse. C'est une problématique qui est pas du tout émergente, mais très régulièrement sur le devant de la scène en France. Et je vois que ça concerne aussi les pays comme le Sénégal. Vous avez présenté quelque chose, des pays comme le Maroc, qui s'y intéressent de façon précoce, et c'est une très très bonne chose. Donc allez sur le site, vous retrouverez les recommandations produites dans ces conditions. D'autres questions dans la salle? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Oui, je crois que tout le monde est fatigué, a envie d'aller au cocktail de bienvenue. On termine cette session dédiée à la STC. On remercie encore le professeur Sana Chour de son invitation, et on vous félicite tous et on vous souhaite une bonne soirée. Donc, sans plus tarder, on va lancer la séance d'ouverture du congrès. On va appeler les différents représentants des sociétés savantes. Donc, Monsieur le Président de la Société française de toxicologie analytique, Monsieur Gallard, qui est avec nous. Donc, vous restez avec nous pour représenter la Société de toxicologie clinique. Nous avons aussi le Centre antipoison et de pharmacovigilance avec nous. Nous avons aussi l'association marocaine de santé, environnement et toxicologie. Donc, pour la cérémonie, il y a aussi le professeur Abour Zaksana qui représente la faculté, étant vice-doyenne à la pédagogie. Donc, veuillez vous mettre... يلا ايش يلا mettez-vous. American. Et bien sûr, on invite aussi notre spécial invité, c'est l'équipe américaine. Special guest. لا بجوج صافي معليش جيبي لي كرسي لا صافي يلا دابا لما نعطيو لا باغول باش نبداو. On donne la parole d'abord à Monsieur le Président de la Société française de toxicologie analytique. À vous la parole, Monsieur Amin. Merci Madame Sana Chour. Chère audience, bonsoir à toutes et à tous. On est très ravis, honorés d'être parmi vous aujourd'hui.
cet événement qui va au-delà d'un simple rassemblement. Donc, il symbolise le lien fort entre nos deux sociétés. Et pour cela, merci beaucoup pour l'invitation. La SFTA est très fière d'être partenaire de cet événement auquel elle participe activement. On a vu à travers la réunion des jeunes scientifiques hier, qui a précédé justement le congrès, et par une session que vous aurez l'opportunité de découvrir demain. Donc, ce qui constitue la richesse justement de ce congrès. J'espère que vous allez profiter encore pour le reste du congrès d'un débat très riche et d'un savoir partagé. Merci. What's the question? Okay. So again, my name is Riley Jones, and it's been wonderful to be here. I've been really impressed by the speakers and how welcoming everybody has been. It's been a wonderful conference for us. Yes. Okay. Tim Conley, and I just want to echo Dr. Jones's comments. Very much appreciate the invitation to be here. You know, whenever we come to these things, we learn as much as we teach. You know, and so we greatly appreciate the opportunity to learn with you all, and we hope that we get to do it again in the future. Thank you very much. We are very happy to receive you to Fez, and we are very grateful for your commitment to our event. Thank you very much for your precious contributions. Donc je vais me répéter. De la part de la STC, encore merci de cette invitation à participer au congrès. Je crois que nous y participons régulièrement depuis la création de cette manifestation. Nous sommes très heureux et nous pouvons profiter de votre hospitalité légendaire. Je profite là pour le coup d'avoir le micro pour annoncer tout de même notre prochain congrès qui aura lieu en novembre 2025 à Bordeaux. Magali Labadi qui est là sera une des grandes organisatrices. Nous espérons vous y voir parce que je crois que nous avons encore des choses à partager. Merci encore. Merci beaucoup pour les deux sociétés françaises. Justement, je signale que c'est une collaboration qui date depuis au moins 18 ans. Oui, 18 ans de collaboration, 18 ans d'échange. On est très fiers aussi d'être l'un de vos collaborateurs. Il faut dire qu'au-delà du congrès, nous avons énormément de projets ensemble, énormément d'études. C'est une collaboration qui est très, très fructueuse. On espère que ça soit durable dans le temps, avec beaucoup d'autres projets. D'ailleurs, c'était très prometteur hier. Donc, la réunion jeunes chercheurs, il y avait énormément de choses à discuter. C'était impressionnant. Donc, on aura probablement le temps d'en discuter encore, peut-être en dehors du congrès aussi, parce que nous avons énormément de choses à travailler ensemble. On en est très conscients, on en est très contents, on en est très fiers et merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Alors, je transmets tout d'abord les salutations de Monsieur le Doyen, faculté de médecine, pharmacie et médecine dentaire, qui s'excuse pour des raisons de déplacement, ainsi que les salutations également de Monsieur le Président de l'Université. Alors, c'est toujours un grand plaisir d'assister à ce genre d'événement. Donc, nous a accoutumé Madame Achour. C'est pas pour rien, Madame la Présidente. C'était la première interne et la première résidente en toxicologie au Maroc, donc je la félicite énormément pour ce congrès. Des thématiques qui allient l'histoire et le futur, l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement également de demain. Du professionnel à l'accidentel, du chimique à l'organique, du domestique, de toutes les circonstances. Là, quelle que soit la spécialité, on se voit dedans, dans la toxicologie. Et je vous félicite énormément pour la qualité des travaux et conférences déjà faites. Et la faculté est toujours là pour soutenir ce genre d'événements scientifiques. Et à demain également. Merci.
Merci beaucoup, professeur Abourzak. Je vous rappelle que les professeurs de pédiatrie, c'est normal, elle est en contact avec les intoxications et elle comprend l'intérêt. Elle est aussi vice-doyenne à la pédagogie, donc il comprend très bien l'apport de la simulation comme un outil de pointe pour l'enseignement. Justement, c'est une approche innovative qui est très, très appréciée par les étudiants. On a constaté l'impact positif cette matinée. On a eu tous les participants qui sont restés présents jusqu'à 13h, 14h avec nous. Donc, c'était impressionnant de les voir avec nous jusqu'à 14h. Donc, ça montre qu'il apprécie beaucoup la simulation. On a constaté aussi cet effet au niveau de nos amphis. Donc, on a l'habitude maintenant de voir de plus en plus, malheureusement, c'est la réalité des amphis qui sont désertés des étudiants. Alors, quand on a fait cette année l'essai de faire une classe inversée, c'était magnifique. Là, il apprécie très bien parce que le cours il est déjà étudié chez eux, à leur rythme, tranquille, pas de souci. Et on a conservé quelques heures pour les jeux de rôle, pour les cas cliniques, pour des cas de simulation. Et là, les étudiants, ils étaient très présents, ils étaient très intéressés. Et donc voilà, on ne regrette pas d'avoir choisi la simulation. C'était finalement une thématique très intéressante. On voit déjà l'impact positif sur l'audience. On encourage cette approche pour l'enseignement, pour la pédagogie, parce que c'est très, très intéressant pour la pédagogie. C'est très intéressant aussi en toxicologie, parce que les cas d'intoxication, ils se prêtent très, très bien à la simulation. Nous avons des cas d'urgence, on doit prendre rapidement le patient. Des fois, il doit être intubé, il y a des gestes à faire qu'il faut apprendre sur un mannequin peut-être. On peut simuler des cas et les gérer dans un environnement qui est très sécuritaire et très contrôlé. Et donc voilà, la toxicologie, il se prête très, très bien à la simulation, d'autant plus, comme on a expliqué ce matin, ça ne coûte rien du tout et ça apporte énormément. Donc on donne la parole à Madame la Présidente de l'AMCETOX. Merci. Donc c'est un plaisir pour l'Association marocaine Santé Environnement et Toxicovigilance, AMCETOX, qui est une association jeune. Elle a été créée en 2019. Donc c'est un plaisir de participer à ce congrès qui devient en fait un rituel et on ne peut pas s'en passer. Je remercie, je félicite les organisateurs d'avoir choisi cette thématique de simulation. Je pense que ça va à l'instar des autres disciplines, et je pense que ça va permettre à la discipline d'aller de l'avant. Donc, sans trop tarder, je réitère mes félicitations. J'espère aux participants un bon résultat et je souhaite la réussite au congrès. Merci. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste signaler qu'il n'y a que deux sociétés savantes qui s'intéressent à la toxicologie. Il y a la SMTCA et l'AMCETOX. Donc voilà, on collabore ensemble, on travaille ensemble pour aller de l'avant pour cette spécialité. Et je crois que le meilleur est pour la fin. Nous avons le mot de Madame chef de département du centre antipoison qui a remplacé Madame la directrice du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. À vous la parole, Madame Chaoui. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, comme vous l'avez dit, je remplace Dr Siani Houda, qui a pris la direction du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc après professeur Souleymani. Et je vous remercie infiniment pour l'invitation et pour dire qu'est-ce que je vais dire sur la collaboration entre le centre antipoison et la SMTCA. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour dire que c'est une collaboration qui a commencé dès la création de la SMTCA. C'est un bébé, hein, la SMTCA, c'est un bébé du centre antipoison. C'est un bébé. Professeur Souleymani, elle est la fondatrice de la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique. Donc, un bon nombre de la société sont des fonctionnaires du centre antipoison. Donc la collaboration, voilà. Donc la collaboration, voilà, elle a été depuis le début. C'est une collaboration qui a été fructueuse. Donc par l'organisation de congrès de façon régulière tous les 2 ans, sauf pour
pendant la pandémie Covid, c'était la seule exception. Donc c'est le moment justement d'échanger nos travaux, d'échanger avec les réanimateurs, avec toutes les disciplines, d'échanger avec les sociétés françaises qui s'intéressent à la toxicologie, avec les sociétés, d'autres pays qui s'intéressent à la toxicologie, aux risques chimiques. Je souhaite beaucoup de succès à cette collaboration et qu'elle dure dans le temps. Et je souhaite beaucoup de succès à ce congrès. Et je remercie encore une fois le comité d'organisation pour la qualité de l'organisation, le comité scientifique pour le choix de la thématique que vous avez très bien défendue. C'est une thématique qui s'impose d'elle-même. Et je vous souhaite un très bon congrès. Merci Madame Chaoui, comme elle avait bien mentionné, donc la CMTCA c'est le bébé du centre anti-poison, donc Madame Souleymani c'est la fondatrice de la CMTCA, elle est toujours notre présidente d'honneur. Bien sûr, la collaboration avec le centre anti-poison, elle n'est pas à démontrer, donc on est une seule équipe, d'accord? Je ne crois pas qu'il y a une collaboration, mais on est la même équipe. Et j'étais très contente ce matin, les cas de simulation, ils ont bien démontré le rôle du centre anti-poison, notamment la réponse téléphonique. C'était très pertinent, parce que les jeunes médecins aux urgences, ils se trouvent désarmés devant ce type d'intoxication. C'était le cas du méthanol tout à l'heure. Donc, ils ont pensé à la toxi-infection alimentaire, au monoxyde de carbone. Et donc, voilà, c'est des cas qui sont rares, mais qui sont graves, qui sont collectifs. Les jeunes aux urgences n'ont pas l'habitude de gérer ce type d'intoxication. Et l'appel au centre anti-poison a rapporté énormément de choses. Il a pu redresser le diagnostic, indiquer la thérapeutique, expliquer la démarche à suivre. Et donc, on a tout à gagner en contactant le centre anti-poison. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup pour l'assistance qui est restée avec nous toute la journée. Et j'espère vous voir aussi nombreux demain. Et très bon congrès. Bien sûr, on vous invite à un cocktail dînatoire qui est juste à